Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ce plateau de la transmission d'entreprise. 75 000 entreprises sont mises en vente chaque année en France. La cession d'entreprise est un enjeu fort évidemment de la préservation des emplois, du maintien des savoir-faire et de la dynamique du tissu économique de nos territoires. Il faut savoir qu'en Bourgogne-Franche-Comté, 31% des petites ou moyennes entreprises ont un dirigeant âgé de 55 ans ou plus. Vous l'avez donc compris, la transmission de son entreprise dans les années à venir est cruciale dans cette anticipation. Et l'anticipation, eh bien, c'est une étape vitale comme tout changement majeur. Elle se prépare au risque que l'activité cesse, tout simplement. Alors les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat jouent un rôle majeur dans la préparation du projet, qui est la cession d'entreprise, aux côtés des professionnels du conseil. Comme tous les projets, avoir de la méthode anticipée permet de mettre toutes les chances de son côté, car les étapes, vous allez le voir, sont nombreuses. Alors à travers ce format, à travers cette émission, nous allons répondre à la question suivante: comment bien préparer sa session et apporter des éclairages avec plusieurs regards complémentaires croisés, vous allez le voir, sur l'entreprise à céder bien sûr, mais aussi sur la préparation du dirigeant lui-même. C'est parti! Et pour cette émission, je suis accompagné de plusieurs invités. Les deux premiers qui sont installés à mes côtés sur ce plateau, Cédric Renard. Bonjour. Bonjour. Cédric, on le rappelle, vous étiez là sur la précédente émission. Vous êtes chargé de développement économique à la Chambre des métiers et de l'artisanat Bourgogne-Franche-Comté dans la délégation de Saône-et-Loire. Effectivement. Didier Grandjean, bonjour. Bonjour. Bonjour, puisque vous étiez également du premier plateau. Vous êtes chargé du développement économique à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Bourgogne-Franche-Comté, en ce qui vous concerne pour la délégation de la Haute-Saône. Tout à fait. Alors vouloir céder son entreprise, c'est vouloir changer de vie quand on est dirigeant d'entreprise. Et changer de vie, eh bien, c'est pas forcément si simple quand on a dirigé des équipes ou des affaires. Ça prend beaucoup de place, beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication. Et l'implication est parfois telle que les décisions, eh bien, ne sont pas faciles à prendre. Comment prendre les bonnes décisions? Eh bien, pour cela, il faut être préparé à toutes ces démarches. Cédric Renard, c'est avec vous qu'on va évoquer cette première question, la préparation. En effet, le dispositif Transentreprise est là pour sensibiliser le dirigeant à bien préparer, à bien anticiper sa transmission d'entreprise. Bien entendu, on pense déjà à la retraite, qui aujourd'hui représente à peu près 40% des motifs de transmission. C'est très important à ce que le dirigeant se rapproche des organismes de retraite pour qu'il puisse connaître sa date, afin qu'il puisse faire valoir ses droits en temps voulu. À partir de là, nous, ça sera on pourra mettre en place un plan d'action pour l'accompagner dans sa transmission. Mais il existe d'autres motifs de transmission d'entreprise. Alors bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais malheureusement, je pense à la santé. Problématique de santé du dirigeant, où souvent, malheureusement, on parle d'urgence dans la transmission. Et il peut y avoir d'autres motifs, d'autres facteurs comme un ras-le-bol ou une fatigue du dirigeant. Ça peut être des problèmes financiers, difficultés financières de l'entreprise. C'est peut-être par choix, tout simplement personnel, du dirigeant qui souhaite quitter la région ou son secteur géographique, qui souhaite changer d'activité. Peut-être vendre qu'une partie de son activité. Ça peut être aussi tout simplement en cas de réussite, c'est souvent le cas, heureusement, en cas de réussite professionnelle, le dirigeant souhaite transmettre en temps voulu à un moment opportun où justement son entreprise est viable et surtout est rentable, effectivement. Et puis aussi par opportunité, le dirigeant peut-être en interne, dans sa famille, dans son réseau professionnel, a déjà trouvé son éventuel repreneur. Donc voilà, c'est les principaux motifs. À partir de là, c'est très important, comme je le disais, de bien connaître le contexte personnel du dirigeant, l'élément déclencheur de la vente, pour que derrière, on puisse connaître les dimensions, que ce soit dimension financière du cédant, la dimension temporelle, quel délai nous avons, et puis surtout la dimension psychologique. Merci Cédric pour ces éléments. Il serait intéressant, je crois, de voir ce qui se passe dans la tête du cédant potentiel, celui qui pense à la fin de son activité professionnelle en tant que dirigeant, tout en anticipant la cession de son entreprise. Didier, est-ce que vous pouvez nous en parler, justement de ces étapes de préparation du cédant? Très importante. Le côté psychologique, où il l'a souligné, Cédric, c'est 3/4 du problème. Dans toute cession d'entreprise, il y a 3/4 de psychologique, il n'y a qu'1/4 de technique. Le technique, on le fait assez facilement, ça peut coûter,
mais c'est rationnel. Le psychologique, ça vient nettement plus loin, c'est nettement plus compliqué. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment se mettre dans la tête d'un cédant d'entreprise, hein, c'est assez compliqué. Après, il faut, pour juger du degré d'acceptabilité du cédant, de son changement qui va venir et qui peut être brutal quand même, si on ne l'a pas anticipé, il y a plusieurs questions à se poser, enfin notamment 2 questions essentielles. Premièrement, est-ce qu'il l'a voulu, sa cession, ou est-ce qu'il l'a subi? Deuxième question, est-ce qu'il a créé son entreprise ou est-ce qu'il l'a déjà reprise? Alors, pour répondre à la première question, celui qui vend parce qu'il l'a décidé, qu'il a bien préparé son plan de départ, les choses se font assez naturellement, il n'y a pas de souci. Par contre, celui qui subit la vente, Cédric en a parlé tout à l'heure, pour cause de maladie, qui est une raison qu'on voit quand même de plus en plus souvent dernièrement, même pour des gens assez jeunes hein, quand même. Hein. Là, c'est nettement plus compliqué. Ou alors, ça peut être madame qui est dans l'entreprise depuis 30 ans. Monsieur adore son métier, madame en a un peu marre, elle voudrait voir autre chose, faire autre chose, et puis c'est elle qui pousse monsieur à prendre sa retraite, à arrêter, alors que monsieur, lui, il a tendance à reculer le problème parce que ça ne l'intéresse pas. Donc dans ce cas-là, ça sera très compliqué, je dirais, parce qu'il faut que les deux soient en phase, et puis il faut accepter de pouvoir passer à autre chose. L'approche psychologique, on n'y pense pas forcément. Hein. De prime abord, c'est un travail important dans ce que vous faites aussi. 3/4. Alors, chaque personne est différente, chaque cédant d'entreprise est différent, donc on adapte à chaque personne. Hein. Le discours n'est pas le même, donc ça demande, oui, d'aller un peu au fond des choses et d'avoir quand même pas mal d'éléments sur l'entreprise et sur le cédant d'entreprise et son entourage. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question, est-ce qu'il a créé, est-ce qu'il a repris son entreprise? Alors pour celui qui a créé, il y aura des liens forts. Hein, c'est bien connu, c'est son bébé. Donc là, se séparer de son entreprise, ça va lui coûter, je dirais, au fond de lui-même, mais ce sera quand même compliqué à passer au-delà. Par contre, pour celui qui a déjà repris une entreprise, lui, il a déjà connu un cédant avant. Ils ont déjà échangé, il sait en gros comment est l'envers du décor. Donc lui, ce sera plus facile pour lui de se projeter. Puis comme il ne l'a pas créé, c'était une étape dans sa vie. Donc il va la vendre, c'est une étape suivante pour passer à un autre projet, si c'est quelqu'un qui n'est pas en retraite, ou alors pour prendre sa retraite, mais c'est le début d'une nouvelle vie. Ça aussi, il faut que les chefs d'entreprise en prennent conscience et ils n'en prennent pas forcément conscience. Alors un petit bémol quand même par rapport à la reprise, c'est dans le cadre d'une reprise familiale, lors d'une succession. Alors là, ce sera quand même nettement plus compliqué parce qu'il y a le poids de la famille. Donc au niveau psychologique, d'autant plus. Oui, au niveau psychologique. Il y a le poids de la famille. Bon, monsieur a succédé peut-être ou madame à ses parents, qui ont peut-être eux-mêmes succédé à leurs parents. Donc là, on a tendance à reproduire le schéma. Et s'il n'y a pas d'enfants qui sont pressentis, on va un peu arrêter le processus classique. Et là, ce sera très dur à accepter pour le cédant d'entreprise. Ce serait également très compliqué s'il y a des salariés, si des salariés sont là depuis longtemps, ils font partie un peu de la famille. Puis il y a des salariés qui ont été formés dans l'entreprise, avec le père ou pas, et il y a un sentiment de culpabilité, je dirais, à partir. On se sent abandonner un petit peu sa famille. Et là, c'est très dur à admettre, à accepter. Il faut vraiment être prêt pour y aller, c'est très compliqué. J'ajouterais aussi qu'il ne faut pas oublier éventuellement le conjoint ou la conjointe, si elle fait partie de l'entreprise. C'est exactement la même réflexion, la même approche. Le conjoint, la conjointe, collaboratrice, collaborateur, doit se poser les mêmes questions que le cédant. Une dimension psychologique dont on n'a pas forcément conscience. On pense surtout aux outils, aux éléments pragmatiques. Qui accompagne? Comment vous travaillez là-dessus sur la psychologie? C'est vous directement? Il n'y a pas de copier-coller en transmission, en cession d'entreprise. Chaque entreprise est différente, chaque porteur de projet, un cédant est différent, comme un repreneur d'ailleurs. Hein. Donc on s'adapte, je dirais, au cas par cas, et puis le chemin n'est jamais le même. Il faut être à l'écoute, si je peux me permettre, du dirigeant. Ce n'est pas la première chose qu'il va vous dire. C'est vraiment au bout d'une demi-heure d'entretien qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il n'est peut-être pas prêt
pas si vendeur que ça. Donc, il y a toute une approche, un conseil, un accompagnement à mettre en place. Il y a de l'intime, hein, on est obligé, à un moment donné, ils sont obligés de livrer. parler De s'ouvrir. et de s'ouvrir. Et c'est quand même très compliqué, hein. Souvent, l'artisan, il est un peu individualiste, voilà. Et c'est très compliqué, mais on y arrive quand même. Un coup de chapeau en tous les cas, Ouais. à vous, à vos homologues qui êtes à leur côté dans ces moments-là. On parle de cette dimension psychologique. Est-ce qu'il existe parallèlement des outils pour les éclairer, ces dirigeants? Alors, il n'y a pas d'outils réellement qui existent réellement. Après, comme il faut qu'ils parlent, comme il faut qu'ils s'ouvrent, on a mis en place des formations sur 2 jours avec une coach d'entreprise. On a mis ça il y a quelques années. Et là, on a invité tous les gens qui étaient pas loin de l'âge de la retraite, parce qu'il fallait cibler quand même quelqu'un. Donc, on disait aux gens de venir, ça durait, oui, 2 jours, de venir avec leur épouse, s'ils avaient une épouse, et d'autant plus si l'épouse est dans l'entreprise, travaille dans l'entreprise. Au bout de ces 2 jours, enfin 2 jours, c'est pas anodin. Ça permet une journée de parler de soi, ce qui est compliqué pour un artisan devant d'autres artisans. Ils y arrivent, ça se passe bien? Pareil, il arrive au début, tout le monde se regarde un petit peu, et puis après, ils se rendent compte que tout le monde est un peu dans la même situation, et puis à échanger entre eux, ça permet de délier les nœuds, je dirais. Puis le soir, quand ils rentrent chez eux à la fin de la première journée, ça leur permet aussi de réfléchir à ce qui s'est dit le jour, de discuter avec leur épouse, s'ils sont venus avec leur épouse, et puis à la rigueur de régler quelques comptes entre eux pour essayer de se projeter plus loin. Et la deuxième journée, donc à l'issue de cette formation, là, à la fin, quand on fait le bilan, la synthèse, c'était étonnant, ça allait dans tous les sens. Il y en a qui disaient de toute manière, moi, je pourrais prendre ma retraite, mais j'ai pas envie. Je m'éclate dans mon métier, j'adore ça, j'adore mes employés. Moi, je continue. Il y en a qui vont à la pêche, il y en a qui font ça. On a plein de chefs d'entreprise qui ont 65, même 70 ans, hein. Il n'y a pas de règle. D'autres, monsieur, madame, vulgairement s'engueulaient sur le plateau, dans la salle, en disant, ils réglaient leur compte. Ton entreprise, ça fait des années que tu me fatigues avec ton entreprise, moi je voudrais faire autre chose, je ne te vois jamais, etc. Donc c'était un peu violent. D'autres pleuraient, oui, parce que de s'ouvrir, il y a l'intime qui est sorti, et ils ont été même rassurés, ça leur a fait du bien. Ils pleuraient, et puis après, en disant, oui, il faut qu'on mette en place des choses. Ils prenaient conscience que ça se préparait. Jusqu'à présent, ils avaient les œillères. Et là, ils ont pris conscience qu'il fallait aller plus loin. Et on leur a ouvert un peu la voie lors de cette formation. Alors, c'est vrai que ces formations, c'est très compliqué quand même de faire venir les gens. Leur dire de s'ouvrir devant d'autres gens, pour un artisan qui, voilà, hein, c'était très compliqué. Qu'est-ce qu'ils vous disent après de passer par ces journées-là? Quel retour ils vous font? Ils sont très contents, très satisfaits. Ils ont appris sur eux-mêmes. Ils ont appris aussi vers leur épouse. Et peut-être que madame ou le monsieur attendait justement que l'autre s'ouvre. Il n'osait pas jusqu'à présent. Et ça a permis de délier des nœuds. Pour moi, ma conclusion sur la partie psychologique, c'est si le dirigeant ne fait pas son bout de chemin et surtout s'il n'est pas prêt à transmettre, la vente ne se fera jamais. Aucun repreneur n'aura le profil en adéquation avec ses attentes. En tout cas, je constate que l'entreprise ne sera pas vendue. Là, justement, il y en a qui disaient non, moi, en fait, je continue. Au moins, les choses étaient claires. Et puis, madame était claire. Madame, des fois, était d'accord aussi. Hein, faut pas... Voilà, madame ou monsieur, hein, le chef d'entreprise peut être madame également. Moi, ce que je dirais, c'est quand je l'ai souligné tout à l'heure, il me semble, il n'y a pas de copier-coller. Chaque personne est différente, chaque personne réagit différemment. Et donc, c'est un travail sur soi-même avant tout. Mais il faut qu'il se fasse accompagner. Nous, les chambres de métier et de l'artisanat, comme les chambres de commerce et de l'industrie, on est là pour les accompagner, pour faciliter les choses. Voilà. N'hésitez pas, en tous les cas. Vous savez que vous êtes accompagné par des professionnels, n'omettez pas cette dimension psychologique, a priori
très importante. Merci à tous les deux, merci Cédric, merci Didier. Cédric, vous restez avec nous. Je vous propose de poursuivre cette émission en abordant les différents types de cessions. Et pour la suite de cette séquence, eh bien Cédric Renard est toujours avec nous. J'accueille Audrey Bourriaud. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous êtes conseillère référente création, reprise et transmission d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie de Saône-Douce. C'est comme ça qu'on appelle ce territoire-là. Alors un dirigeant bien conscient de son changement de vie, à l'esprit ouvert et disponible pour préparer son entreprise à la cession. Alors on va en parler justement de l'entreprise maintenant avec les aspects à préparer qui sont visiblement nombreux. On a le juridique, le fiscal, le social, le financier. Alors à qui transmettre et de quel type de cession parlons-nous Audrey ? Donc le cédant d'entreprise, la personne qui va transmettre cette entreprise, aura 3 possibilités pour transmettre son entreprise. La première possibilité, c'est la transmission familiale. La transmission familiale va permettre au cédant d'assurer un départ et de le rassurer dans cette transmission puisqu'il va donner le relais à quelqu'un qu'il connaît, de sa famille ou un associé de son entreprise. Alors même si il transmet et puis il va être accompagné dans cette transmission par le repreneur, il va falloir quand même être vigilant sur les aspects patrimoniaux, fiscaux et opérationnels qui resteront quand même des éléments très importants à travailler. Donc ça c'est le premier type de cession familiale. Effectivement, c'est le premier type de cession. Le deuxième, c'est la transmission en interne. Donc cette transmission va permettre aussi d'assurer la pérennité de l'entreprise. La transmission à un salarié en interne, c'est aussi une personne qui maîtrise, connaît l'activité. Les autres salariés, les fournisseurs, connaît également les clients. Donc ça va vraiment permettre de cadrer les choses dans la transmission et le repreneur là va facilement et rapidement pouvoir trouver sa place dans l'entreprise et assurer la pérennité, la continuité et le développement de cette activité. On a l'impression, je me trompe, on a l'impression que ça se fait de plus en plus cette transmission en interne à ses salariés. C'est effectivement quelque chose qui depuis quelques années devient récurrente. Par contre, on sera plutôt sur la cession à un tiers, qui est le troisième type de cession, où là c'est la majorité des types de cession. La transmission à un tiers, donc c'est une personne qui arrive dans l'entreprise de l'extérieur, qui ne connaît pas cette entreprise, alors qui pourra prendre le temps de la connaître. On verra tout à l'heure qu'il y a des dispositifs existants pour que ce repreneur trouve sa place dans l'entreprise. Donc ce repreneur qui est une personne étrangère, entre guillemets, à l'entreprise, va devoir maîtriser cette entreprise, maîtriser les différents domaines de l'entreprise, connaître les salariés. C'est quand même un parcours un peu plus long entre le cédant et le repreneur dans les étapes de la reprise. Donc 3 types de cessions, si on résume, familiale, en interne ou à un tiers. Alors je voudrais qu'on rentre dans le détail avec vous, Audrey Bourriaud, sur la forme de la cession, parce que là encore, je crois qu'il y a des spécificités. Effectivement, moi j'ai abordé les 3 types de cessions, mais je vais laisser la parole à Cédric sur qu'est-ce qu'on va transmettre. C'est très important de se poser la question de quoi transmettre. Cédric Renard. Effectivement, le cédant et le repreneur, il va falloir qu'ils se mettent d'accord sur ce qui est repris, ce qui est vendu. On parle de fonds de commerce, donc c'est une possibilité de transmission. Donc fonds de commerce, sans être trop technique, on reprend la partie clientèle, bon de commande, le fichier client, la clientèle, la notoriété, etc., ce qu'on appelle l'incorporel. Et puis, on reprend aussi dans le fonds de commerce le matériel. Le matériel, on ne va pas tous les citer, mais la partie bureautique, informatique, matériel, véhicule. Alors bien sûr, du matériel qui appartient bien à l'entreprise. Ce qui est loué, ce qui est en crédit bail à ce jour n'est pas à l'entreprise. Donc ça, on reprend uniquement le fonds de commerce et le stock, il est toujours à part et il pourra faire éventuellement l'étude d'une éventuelle négociation ou d'un inventaire contradictoire. Ou bien, la deuxième possibilité, c'est de vendre en titre de propriété, ce qu'on appelle en part sociale, éventuellement en action selon la forme juridique de la cible, où là, sans être trop technique, on vend l'actif et le passif, c'est-à-dire, en clair, pour simplifier les choses, on change uniquement de dirigeant et le repreneur, il reprend la totalité de l'entreprise.
Voilà les deux formes juridiques. À partir de là, bien entendu, on ne vend pas la même chose, donc le prix ne sera pas le même, pardon. Et puis, le montage juridique, fiscal, va aussi dépendre de ce qu'on reprend. Là encore, vous accompagnez les cédants, les repreneurs sur ces sujets-là. Et effectivement, on est là pour accompagner, bien sûr, avec un conseil juridique, fiscal, les avocats, les notaires. On est là pour accompagner, bien choisir la bonne forme juridique de la reprise et éventuellement aussi de la transmission pour le dirigeant. Qu'est-ce qui est le plus souvent rencontré? Session partielle ou session complète? Pour notre part, nous, dans l'artisanat, on est surtout souvent sur reprise d'une transmission en fonds de commerce. Et puis, bien sûr, on est aussi amené à transmettre des titres de propriété plutôt en totalité. Mais bon, je ne sais pas si c'est toujours votre cas aussi. Oui, dans le commerce, on s'aperçoit effectivement que la TPE, la très petite entreprise, va plutôt céder un fonds de commerce. Et dans la PME, PMI, service à l'entreprise, industrie, on va être sur la cession de parts. Il peut aussi y avoir d'autres moyens de transmettre. Lorsqu'on n'est pas arrivé à transmettre avec un fonds en titre de propriété, on peut transmettre en droit au bail. On transmet son bail à un repreneur qui va reprendre le local, ou éventuellement en pas de porte, où là c'est avec le propriétaire. Si vous êtes propriétaire des murs, on pourra transmettre le local, qui est souvent vacant, à un autre dirigeant. On voit quand même qu'il faut bien préparer cela aussi parce qu'il y a un tas de possibilités et le fait d'affiner aussi chaque situation est important, tant pour le cédant finalement que le repreneur. C'est ça, il faut vraiment se mettre d'accord. Je crois qu'on va illustrer vos propos, Audrey et Cédric, avec une petite vidéo qui a été tournée sur une illustration justement de transmission familiale. Regardez. Bonjour, bienvenue au Saut du Doubs. Je vous amène avec moi pour découvrir notre compagnie. C'est une entreprise familiale puisque mon arrière-arrière-grand-père avait déjà un bateau à roue à aube à l'époque qui permettait de visiter les bassins du Doubs. Et donc juste avant moi, c'était mes parents et j'ai repris l'entreprise en novembre 2020. Donc nos bateaux sont spécialement conçus pour la visite des bassins du Doubs où on navigue au cœur des canyons et avec des vitres sur toute la partie supérieure et un grand pont supérieur pour apprécier le paysage. Le fait que ce soit une reprise dans le cadre familial, j'ai eu la chance de pouvoir passer par tous les postes de la compagnie au fur et à mesure des années. C'est vrai que depuis toute petite, je venais déjà après l'école pour faire des choses à la boutique et c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Donc actuellement, on est à bord de notre bateau l'Odyssée, donc un de nos 5 bateaux. Là, on est en configuration promenade, donc avec les chaises, mais nos bateaux sont entièrement modulables. On peut également être en croisière repas ou en croisière événement pour des mariages, des fêtes de famille ou des événements d'entreprise. Lors de la balade, on navigue tout d'abord dans ce qu'on appelle les méandres du Doubs, donc au niveau du village de Villers-le-Lac. Ensuite, on arrive sur le lac de Chaillisson. C'est à partir de cet endroit où on aura la France d'un côté et la Suisse de l'autre. Donc la rivière fait frontière. Puis on rentre au cœur des canyons des bassins du Doubs qui sont classés grand site national. Donc là, on se trouve au niveau des bassins du Doubs, donc des canyons. Actuellement, les bateaux ne naviguent plus puisqu'on est en basse saison. C'est pour ça que je vous amène pour voir le paysage de cette manière. On a également le bateau et le petit train de Besançon pour permettre de découvrir cette ville qui est chargée d'histoire. Donc la particularité de notre compagnie, c'est qu'on est engagé dans l'environnement. Nous naviguons avec un carburant éco-responsable, respectueux donc, de la faune aquatique, biodégradable. Et donc c'est quelque chose qui est très important pour nous de pouvoir préserver les milieux naturels dans lesquels on navigue et de faire perdurer ça dans le temps. Voilà pour cette illustration de transmission familiale. Un petit mot, peut-être une petite réaction, Audrey? Alors c'est vraiment un bel exemple de transmission familiale avec une repreneuse qui est la fille des cédants, qui est jeune mais très dynamique et vraiment impliquée dans cette reprise d'entreprise. Cédric? Oui, effectivement, c'est une belle transmission familiale. Alors on vient de le voir, transmission à titre onéreux. Il y a aussi la transmission à titre gratuit, c'est-à-dire sans vente. Et les notaires sont les spécialistes de ce type de transmission. Je vous propose d'avoir le point de vue d'un notaire justement sur le sujet. Écoutez, bonjour à toutes et tous. Effectivement, après la transmission à titre onéreux, la transmission à titre gratuit est un autre pan essentiel de la cession des entreprises et des sociétés. Et effectivement, le notaire a un rôle prépondérant à jouer puisque les donations partage en particulier,
sont impérativement faites par acte authentique, qui dans ce cas-là est un acte solennel. Alors dans la transmission à titre gratuit, on va distinguer deux moments. La transmission entre vifs, qui consiste à anticiper du vivant du disposant, c'est-à-dire du donateur, la transmission des biens. Et pour ce qui nous intéresse ici, il va s'agir de la transmission de l'entreprise, c'est-à-dire du fonds entrepreneurial, fonds de commerce, fonds libéral, fonds agricole ou entreprise agricole. Et puis, c'est également la transmission de parts de société, quelle que soit d'ailleurs la forme sociétaire. Le deuxième temps de la transmission, c'est quand il n'a pas pu être pleinement anticipé du vivant de l'entrepreneur, du chef d'entreprise. C'est une transmission qui intervient à cause de mort. Et dans ce cas-là, elle peut faire l'objet d'une transmission suivant des modes légaux ou encore par le biais de testament. Alors, c'est ce qu'on va organiser. On va organiser le propos sous ces deux axes et puis terminer avec un troisième axe commun aux deux premiers qui concerne effectivement le dispositif du trail des articles 787B et C du Code général des impôts. Alors, sur la transmission entre vifs à titre gratuit, c'est-à-dire celle qui est anticipée du vivant du chef d'entreprise ou du détenteur des parts de société, plusieurs modes de donation sont possibles. La donation simple, tout d'abord, avec ou sans réserve, avec ou sans charge, qui est faite au profit d'un ou plusieurs descendants, voire même parents. Il peut s'agir aussi de conjoints, de partenaires pacsés. Il peut s'agir encore de tiers, avec toujours une difficulté dans ce cas-là fiscale, puisque les droits de mutation à titre gratuit seront dans ce cas-là importants, d'où le caractère essentiel dans ce cadre-là du dispositif du trail que nous verrons dans un troisième temps. Dans ces donations, la difficulté principale, c'est que la donation va faire l'objet d'une réévaluation, rapport, réunion fictive au moment du décès du chef d'entreprise. Ce qui explique que bien plus que des donations simples, on conseille en la matière ce que l'on appelle des donations dites partage. Alors l'intérêt de la donation partage, c'est qu'elle consiste à allotir, c'est-à-dire à transmettre simultanément à tous ses descendants, plus largement, nous dit le Code civil, à tous ses présomptifs héritiers, une série de biens qui, par leur répartition matérielle, c'est-à-dire par leur partage, vont former pour chacun des présomptifs héritiers, ce que l'on appelle des lots. À partir de là, le gros avantage de la donation partage sur la donation simple, c'est que l'enfant qui va recevoir le fonds entrepreneurial ou les parts de société n'aura plus de rapport à faire au moment de la succession du donateur, et de la même façon, les valeurs qui auront été retenues dans la donation partage, si elles respectent un certain nombre de critères, eh bien, va faire qu'il n'y aura plus de réévaluation. Alors, au niveau de la donation partage, toute une série de stratégies peuvent être mises en œuvre, et notamment des stratégies de family buy-out, c'est-à-dire, par exemple, on opère une donation partage dans laquelle l'enfant qui reçoit les parts de société va devoir, au profit des autres, une soulte, qui va après pouvoir, cet enfant qui est alloti des parts de société, faire un apport de ses parts à sa propre holding, par exemple, à charge pour elle de reprendre le paiement des soultes. Donc, on voit bien qu'on a toute une série de dispositions spécifiques et propres aux droits des sociétés ou encore aux droits des entreprises qui vont pouvoir venir, je dirais, rendre encore plus attractifs les montages que l'on peut faire d'un point de vue du droit civil. Ajoutons encore, et c'est l'exception s'agissant des entreprises et des sociétés, que l'on peut faire une donation partage dans laquelle on va intégrer un tiers, en particulier des salariés par exemple, pour cette donation partage, qui est un cas quasiment unique puisque on va opérer une transmission à une personne qui n'est pas membre de la famille. Donc on voit qu'ici l'arrangement de famille devient beaucoup plus large. Sur enfin notre transmission à cause de mort, eh bien, je dirais qu'ici, nous avons la transmission qui est subie lorsque le décès n'a pas été organisé. Et bien entendu, tout l'intérêt est parfois d'organiser une transmission par testament, et notamment de prévoir un exécuteur testamentaire ou encore un mandat à effet posthume
pour gérer l'entreprise ou les parts de société. Et puis enfin, c'est toute l'attractivité du pacte Dutreil, avec un engagement collectif qui parfois d'ailleurs est réputé acquis, suivi d'engagement individuel de la part de celui qui reçoit les parts de société ou l'entreprise. Eh bien, nous allons avoir une réduction substantielle des droits de mutation, puisque finalement l'entreprise les parts de société, ne seront taxées qu'à hauteur de 25% de leur valeur. J'ajouterais même que quand la transmission a lieu en pleine propriété et que le donateur n'est pas trop âgé, on a encore une réduction supplémentaire de la moitié des droits qui est offerte par un dispositif complémentaire au dispositif Dutreil. Ce dispositif Dutreil est très formaliste. Il suppose de disposer d'un engagement collectif, comme je le disais, qui parfois d'ailleurs est réputé acquis ou qui est pris préalablement à l'opération de donation ou dans le cadre du règlement de la succession. Cet engagement collectif doit être de 2 ans et il est suivi d'engagements individuels du donataire ou des héritiers. Et dans ce cadre-là, encore une fois, l'attractivité fiscale du dispositif fait qu'il est quasi incontournable en matière de transmission. Et j'insiste bien, de transmission uniquement à titre gratuit, mais à la fois entre vifs, c'est-à-dire par donation, ou encore à cause de mort, c'est-à-dire dans le cadre d'une succession qui elle-même sera organisée ou n'aura pas été organisée par le biais d'un testament, voire d'un mandat à effet posthume. Je vous remercie de votre attention. Et bien voilà pour ce témoignage. Alors une fois que le périmètre de la cession est identifié, ce qui est à vendre et ce qui est gardé, ainsi que la forme de cession établie, eh bien si le dirigeant veut donner ou vendre son entreprise, il faut bien s'attaquer à un état des lieux de ce qui va être transmis. Et j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Bugeaud. Philippe Bugeaud, vous étiez déjà venu sur ce plateau également sur un format précédent. Je rappelle que vous êtes conseiller transmission, financement, difficultés d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie de la métropole de Bourgogne. Bonjour Philippe, un petit mot sur ce diagnostic. Oui, bonjour à tous. Donc le diagnostic de transmissibilité est un diagnostic sur l'entreprise pour savoir si l'activité sera facile ou difficile à vendre. C'est l'occasion aussi de regarder les blocages, les verrous qu'il pourrait y avoir pour empêcher la cession. Un exemple, on a parlé tout à l'heure, il y a plusieurs associés, c'est vrai que ça sera plus facile, l'activité sera plus facile à vendre puisque la plupart des repreneurs souhaitent reprendre 100% de l'activité. Alors au niveau de ce diagnostic, je le résumerai en quelques questions. Est-ce que les compétences des salariés sont à jour? Est-ce qu'elles sont en phase avec les méthodes actuelles de production? Est-ce que les machines sont aux normes? Est-ce que le patrimoine de l'entreprise est très important? Y a-t-il des litiges avec la clientèle? Est-ce que le commerce anime une communauté de clients? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a des perspectives de développement? Enfin voilà, ça fait beaucoup de questions, mais on aborde vraiment tous les sujets, l'évolution du chiffre d'affaires, de la rentabilité. Et l'objectif, en tout cas, c'est d'aller jusqu'à des questions sur l'immatériel. Donc, est-ce qu'il y a des brevets? Est-ce qu'il y a des certifications? Des labels? Est-ce qu'ils sont entre les mains de l'entreprise ou entre les mains du seul dirigeant? Donc, il y a les questions, bien sûr, dans ce diagnostic de ce qu'on appelle l'intuitu personné. Donc, est-ce que l'activité est liée, est autonome par rapport aux dirigeants d'entreprise, ou est-ce que elle ne résistera pas, cette activité, au départ du dirigeant? Donc, est-ce qu'il y a des clients qui sont des amis du dirigeant? Est-ce que les tarifs des fournisseurs sont liés aux dirigeants? Est-ce que des salariés ne resteront pas dans l'entreprise parce que le dirigeant s'en va? C'est toutes ces questions et vraiment connaître l'autonomie de l'activité par rapport à la personnalité, les qualités, les compétences du dirigeant. Tout ceci nécessite bien sûr un plan d'action, donc des préconisations. Le diagnostic de transmissibilité aboutit à l'objectif, c'est de diminuer les faiblesses et puis les blocages, et puis bien sûr renforcer les points forts de l'activité, les opportunités. S'il n'y a pas de plan d'action de mis en œuvre, évidemment, ça a une incidence sur la valeur de l'activité. C'est en quelque sorte un état des lieux, des forces et des faiblesses de l'entreprise. Des risques et des opportunités, enfin, exactement. Tout cela nous amène directement sur le sujet de l'évaluation d'entreprise. Qui détermine le prix d'entreprise? C'est l'expert comptable en général. Donc l'expert comptable, bien sûr, et puis le banquier, puisque évidemment, c'est lui c'est le juge de paix à la fin, en tout cas, voilà.
Eh bien justement, sur ce format, nous avons un banquier en connexion. Je vous propose d'écouter l'intervention de Mathieu Pasquet de la Banque Populaire à ce sujet. Regardez. Alors, Mathieu Pasquier, donc je me présente, je suis expert conseil au sein de l'équipe ingénierie financière de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté. Donc, au travers de cette fonction, donc je suis amené à conseiller les dirigeants qui ont un projet de cession, à les conseiller et à les accompagner pour trouver des solutions de reprise. Donc, au travers de cette activité de conseil, l'évaluation de l'entreprise apparaît comme une prestation à effectuer assez rapidement, apparaît comme centrale. Parce que, en fait, le prix d'une entreprise, c'est le fruit d'une négociation entre un cédant et un acquéreur. Donc, c'est en fait ce qui est constaté au final, c'est un accord final. Mais au préalable, je dirais, pour pouvoir avancer sur cet échange et sur cette constitution du prix, cet accord sur le prix, il faut avoir un petit peu les idées claires, je dirais, sur qu'est-ce qu'on peut proposer, en tout cas, sur l'évaluation, qui reste une théorie, hein, mais sur l'évaluation de son entreprise. Il faut, je pense, assez rapidement engager cette action parce qu'elle fournira aux dirigeants actionnaires qui veut vendre un éclairage évident sur les enjeux de la future cession de sa société. Ainsi, les investigations, si vous voulez, qu'on peut mener pour faire ce travail de valorisation peuvent mettre en avant, par exemple, permettre d'aborder des questions comme la force et les faiblesses de son entreprise. Et en conséquence, les réponses qu'on peut y apporter, hein, donc pour optimiser certains éléments, apporter des actions correctives dans tel ou tel domaine. Par exemple, une entreprise, c'est une organisation, donc peut-être que cette organisation mériterait à être optimisée. Peut-être qu'elle dépend beaucoup trop de son dirigeant, donc il y a peut-être des actions correctives, des délégations à mettre en place. Il y a aussi, par exemple, la question du risque social, du passif social. Peut-être qu'il n'est pas géré correctement. Peut-être que certains postes comptables en l'état peuvent être pénalisants. Il y a des investissements à réaliser, etc. Donc tout ça, si vous voulez, c'est ce travail de fond sur la valorisation qui va permettre de mettre en lumière ces actions, en tout cas éventuellement à mener. Alors en pratique, valoriser une société, c'est mettre en œuvre une étude approfondie. Alors, il existe évidemment des méthodes simplifiées, comparatives, qu'on peut appliquer à certains fonds de commerce, mais quand il s'agit d'évaluer une société, les titres d'une société, il faut mener à bien plusieurs méthodes calculées et les confronter, en utiliser certaines plutôt, faire un choix. Et en fait, si vous voulez, toute cette matrice, en fait, correspond, j'aurais tendance à dire, à différents angles de vue qu'on peut avoir sur l'entreprise. Par exemple, une entreprise, c'est un patrimoine, c'est un ensemble d'actifs mis en œuvre pour son exploitation. Puis à ce titre, on peut donc aborder l'évaluation par ce biais. Mais l'entreprise, c'est aussi et surtout un modèle économique, une organisation créatrice de valeur, génératrice de résultats ou de flux de trésorerie. Donc, en considérant cet aspect, cet angle de vue aussi, on va construire d'autres approches d'évaluation. Et puis, il y a des méthodes mixtes aussi. Alors ensuite, dans la pratique, si vous voulez, une valorisation, c'est s'intéresser évidemment aux comptes sociaux de l'entreprise, les étudier, alors sur un historique qui peut varier de 3 à 5 ans, selon les approches ou les acteurs. Et puis, de pouvoir disposer, autant que faire se peut, d'un prévisionnel pour mettre en perspective, justement, en dynamique, le modèle de l'entreprise et ses capacités je dirais, à se reproduire sur un laps de temps, sur du court moyen terme, ou en tout cas. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de personnaliser cette approche en travaillant sur les paramètres de la valorisation, la personnaliser à l'entreprise étudiée, en effectuant des retraitements normatifs, par exemple sur l'impact d'éléments exceptionnels ou
ou sur des options de gestion qui auraient été prises, spécifiques, qui auraient été prises par l'équipe dirigeante en place, pour essayer de renormer un peu tout ça et d'apprécier l'entreprise indépendamment de ces éléments un petit peu inhabituels ou spécifiques. Le résultat obtenu, si vous voulez, ça va être généralement un intervalle de valeur avec des conclusions plus ou moins favorables selon les hypothèses à l'entreprise. Je pense que les capacités bénéficiaires de l'entreprise et leur propension à pouvoir se pérenniser dans le temps sera un élément essentiel. Donc les approches plus basées sur la valorisation, sur la rentabilité seront primordiales. Et je crois que tout futur cédant devrait avoir le souci de conserver, je dirais, une gestion dynamique de son entreprise afin de poursuivre les mesures, par exemple, d'investissement visant à pérenniser ou même à améliorer le modèle et à accroître son efficacité dans le temps. Voilà d'une manière très synthétique les quelques conseils que je pourrais apporter à un dirigeant commençant à s'intéresser, à s'interroger en tout cas sur un projet de vente de son entreprise, en l'invitant donc à démarrer autant que faire se peut assez tôt une approche, une étude de valorisation pour toutes les raisons qu'on vient de voir, et puis afin d'envisager dans de bonnes conditions justement les négociations qui vont s'en suivre et qui seront déterminantes justement pour la fixation du prix auquel vous faisiez allusion, qui ne sera encore une fois que le résultat de discussions entre les deux parties et la confrontation de deux points de vue. Mais je dirais que le focus que je placerai, que je mettrai sur ce thème du prix, c'est de évidemment initialiser une approche de fond pour la valorisation, pour approcher une valorisation et se donner tous les atouts par ce travail pour engager les actions correctrices, pour préparer son entreprise et s'engager dans une discussion pour déterminer un prix final. Voilà synthétiquement, si vous voulez, ce que je pourrais apporter comme conseil sur ce sujet. Alors je pense qu'on a à peu près compris comment on évaluait une entreprise. Le prix est donc fixé et un diagnostic complet de l'entreprise a été effectué. Alors une fois que les faiblesses de l'entreprise ont été identifiées, le chef d'entreprise a peut-être envie ou les moyens de limiter les points faibles de son projet. Audrey Bourriaud sur ce sujet. Effectivement, le diagnostic et l'évaluation de l'entreprise permettent de lancer une étape qui sont les préconisations d'action. Par le biais de ces préconisations d'action, le cédant aura en possession un plan d'action qui lui permettra de négocier avec le repreneur et de vérifier avec le repreneur la possibilité d'avoir un développement de cette activité que le cédant va transmettre. Ce qui permettra également au repreneur de pouvoir se rapprocher des chambres de commerce et des chambres de métiers pour assurer le développement de cette activité, notamment avec nos experts en environnement, en numérique, en développement international, voire en juridique et en financier. Donc on comprend bien que le cédant et le repreneur, suite à ces différentes étapes, peut être accompagné, peut être orienté dans leur parcours de transmission et de reprise d'entreprise. Philippe Bugeaud pour compléter. Tout ça peut prendre du temps parce qu'en effet, c'est anticipé par le vendeur et il y a des actions qui peuvent mettre vraiment du temps à être mises en place, à être effectuées. Alors les possibilités d'améliorer son offre sont nombreuses, ça montre bien que l'opération doit être anticipée. Je vous propose de voir maintenant les étapes de la session au travers d'une petite vidéo qui permet de remettre le temps de préparation dans la perspective globale d'une transmission. Vous envisagez de céder votre entreprise ? C'est un projet décisif dans votre vie qui nécessite anticipation, préparation et accompagnement. Pour avancer avec méthode, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat de Bourgogne-Franche-Comté vous proposent Transentreprises, un dispositif complet pour vous accompagner et faire réussir votre projet de cession en 8 étapes. Évaluons d'abord ensemble les motivations qui guident votre projet de cession ainsi que vos perspectives personnelles et professionnelles. Identifier objectivement les forces et faiblesses de votre entreprise est essentiel. Il faut aussi établir le diagnostic précis de votre situation patrimoniale, fiscale ou sociale.
Transentreprises vous propose plusieurs méthodes d'évaluation pour déterminer le juste prix de votre entreprise et favoriser sa vente rapide. Une étape essentielle, bien sûr. Il est temps de passer à une phase opérationnelle. Notre dispositif Transentreprises va vous aider à bâtir un plan de transmission et à optimiser vos chances. Vente du fonds, cession de titres, donation, il existe de nombreuses manières de céder votre entreprise. Avec Transentreprises, déterminons ensemble la meilleure option. Maintenant que vos bases sont solides, Transentreprises va favoriser la recherche du repreneur idéal grâce à son vaste réseau. En toute confidentialité, bien sûr. Prêt pour la vente ? Notre réseau d'experts, de conseillers et de professionnels vous accompagne dans cette phase essentielle destinée à convaincre votre futur repreneur. Dernière étape. Avec notre aide, vous accomplirez les formalités en toute sérénité et vous pourrez accompagner le repreneur dans le démarrage de l'activité, puis voguer vers d'autres projets. Avec Transentreprises, et grâce à un réseau de conseillers et de professionnels, bénéficiez d'un accompagnement personnalisé et méthodologique pour faire réussir votre projet de cession d'entreprise. Plus d'informations sur www.transentreprises.com. Alors on a vu la méthode, on a vu les étapes. Le cédant doit préparer le travail du repreneur ou y contribuer en quelque sorte dans cette phase de préparation. Audrey est toujours avec nous en plateau et je reçois également Catherine Bouguin qui nous a rejoint. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes conseillère en transmission d'entreprise à la Chambre des métiers et de l'artisanat du Doubs. Doubs, voilà, à Besançon. Alors concrètement, je suis cédant, à qui je m'adresse, par quoi je commence? Je pose la question à toutes les deux. Audrey, peut-être pour commencer. Donc le cédant d'entreprise ne doit vraiment pas hésiter à se rapprocher des chambres de commerce et des chambres de métiers selon son secteur d'activité, mais également peut-être selon sa sensibilité avec certains des conseillers. On voit que dans la vie du chef d'entreprise et du développement de son activité, il a eu plusieurs fois contact avec un conseiller entreprise de nos structures, donc qu'il n'hésite vraiment pas à se rapprocher des chambres de commerce et des chambres de métiers. Plusieurs types d'accompagnement. Toujours pour le cédant. Toujours pour le cédant, effectivement. On est sur des accompagnements liés à des rendez-vous individuels où on va accompagner le cédant sur le diagnostic que nous a présenté Philippe, ainsi qu'un avis sur l'évaluation. Et on va pouvoir lui proposer le dispositif Transentreprises, pour lequel on est là aussi sur le plateau aujourd'hui, qui est une plateforme d'opportunités d'entreprise à reprendre. Donc cette plateforme, elle est nationale et le cédant va pouvoir y publier une annonce sur son entreprise à reprendre. Sur cette plateforme, on va pouvoir faire des recherches, notamment sur le secteur géographique, mais également sur le secteur d'activité de l'entreprise, pour avoir une recherche plus performante dans le cadre de la reprise d'entreprise. Je vais laisser peut-être la parole à Catherine pour le tutorat, qui est aussi un dispositif pour le cédant. Alors là, pour l'instant, Audrey parlait de l'accompagnement de l'agent, chambre de métier ou chambre de commerce vis-à-vis de la personne qui cède. Et là, moi, je vais plutôt aborder l'accompagnement entre le cédant et le repreneur. Donc, on touche bien le repreneur également. Donc, le dispositif, là, il y a des dispositifs qui ont été mis en place qui sont avant la transmission et d'autres qui sont après. Donc, puisqu'on était dans le cédant, on va aborder le dispositif qui touche plus le cédant, donc qui s'appelle le tutorat, comme le disait Audrey. Le tutorat, c'est un contrat d'accompagnement qui va permettre aux vendeurs de rester dans l'entreprise pendant 6 mois, 3 mois. On essaie de parler trop loin non plus, mais c'est vraiment un contrat privé entre les deux personnes. Côté repreneur, on commence par quoi, Audrey? Côté repreneur, tout comme le cédant, le repreneur qui a une unité de reprise d'entreprise va pouvoir se connecter à Transentreprises pour rechercher l'entreprise à reprendre et également prendre contact avec les conseillers entreprises des chambres de commerce et des chambres de métiers pour se faire accompagner sur toutes les étapes de la reprise de l'entreprise. Cet accompagnement est pris en charge par un financement régional, donc on a le soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté sur nos actions, que ce soit Transentreprises, mais également l'accompagnement du repreneur. Donc le repreneur ne se sentira pas seul. Et il doit aussi effectivement faire la démarche d'être accompagné, qui est vraiment un facteur clé de réussite dans son projet.
Je voulais ajouter aussi un autre dispositif qui est l'école des managers, qui permet en fait aux repreneurs d'entreprise en interne de pouvoir passer du temps dans cette entreprise et de bien maîtriser les différents outils de l'activité qu'il va reprendre. Donc avec le dispositif de l'école des managers, un cédant et un repreneur peuvent travailler ensemble leur projet de cession. Catherine, sur la partie repreneur? Alors, sur la partie repreneur, on a un dispositif pour l'instant spécifique chambre de métier, mais on est tout prêt à l'élargir aux commerçants, s'ils veulent le faire. Donc, ce dispositif s'appelle le Proforea, Programme de formation à la reprise d'entreprise artisanale. Donc, on va mettre en immersion dans l'entreprise avant la vente, cette fois, à l'opposé du tutorat. On va mettre en immersion le repreneur, donc qui a été trouvé à l'extérieur, qui n'est donc pas un repreneur interne, ni un salarié, ni quelqu'un de la famille, a priori, mais quelqu'un qui viendrait de l'extérieur et qu'on va faire rentrer dans l'entreprise. Le contrat va durer entre 3 et 12 mois et durant cette période d'accompagnement interne, on va, nous, Chambre de métier, proposer des formations plus théoriques. Alors les formations théoriques transversales, c'est la gestion, c'est la gestion de personnel, pas que la gestion de l'entreprise, la partie communication, un petit peu tous les outils dont aura besoin ce repreneur pour pouvoir plus tard reprendre l'entreprise. Donc on est vraiment dans l'amont, et cet amont, il est bénéfique, et on l'a testé parce que ça fait plus de 25 ans qu'on l'utilise, cet outil, et c'est vraiment très apprécié à la fois du cédant et du repreneur. Bon, petit bémol, il faut être demandeur d'emploi. Donc il nous faut un numéro de demandeur d'emploi, mais après, indemnisé, pas indemnisé, on trouve moyen que cet accompagnement ne coûte rien à l'entreprise et que notre repreneur puisse quand même vivre durant cette période. C'est rassurant de savoir que cédants et repreneurs finalement peuvent compter sur les CCI et les CMA et être accompagnés dans le cadre du dispositif Transentreprise. Merci infiniment Catherine, merci Audrey, merci à toutes les deux. Merci également à Cédric, à Didier, à Philippe qui suivent cette conclusion en coulisses. Toutes les informations utiles pour rester connecté s'affichent sur votre écran, qu'il s'agisse du site internet Transentreprise, des pages Facebook, LinkedIn. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle thématique, une nouvelle émission Transentreprise. À bientôt.